Le 2 avril dernier, dans le 18h politique, nous recevions Bruno Retailleau, le sénateur UMP, venait ce jour-là de quitter officiellement le conseil départemental de la Vendée pour se consacrer pleinement aux prochaines élections régionales de la fin de l'année. Son mot d'ordre, c'était l'union indispensable avec le centre, l'UDI en particulier, pour espérer remporter ce suffrage. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver dans le 18h politique avec Jean-Michel Naga. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Cécile, bonsoir à tous. Vous le savez, c'est notre rendez-vous hebdomadaire pour parler politique. On fait le tour de l'actualité politique du département avec un invité et cette semaine, une personnalité très engagée dans la campagne pour les régionales, bien sûr. Cette personnalité, c'est Bruno Retailleau. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Sénateur UMP, vous n'êtes plus président du Conseil général de Vendée depuis ce matin. Puisque vous n'étiez pas candidat et vous avez décidé d'abandonner cette présidence du Conseil général pour vous consacrer aux élections régionales de la fin d'année. On va parler de cette campagne, de vos ambitions au lendemain, bien sûr, des élections départementales. Et on commence par l'actu du jour. Avec la première session du nouveau Conseil départemental de Loire-Atlantique, c'était aujourd'hui, ce jeudi-là. C'est ça, et la réélection du socialiste Philippe Grosvalet à la tête de cette assemblée très partagée, 15 cantons à droite et 16 à gauche. Un contexte bien particulier a priori pour mener à bien la politique départementale. Pourtant, Philippe Grosvalet assure qu'il n'aura pas à changer sa façon de faire avec l'opposition. Mais ce n'est pas une question de nombre. Vous savez, reconnaître les minorités, si c'était une question de nombre dans le monde ou dans l'histoire de notre planète, sans doute que les choses se seraient déroulées différemment. Non, c'est une question d'état d'esprit, de projet, de démocratie. J'ai un sens aigu de la liberté d'opinion, de l'égalité, du respect des opinions. Pour autant, nous avons été élus sur un projet, donc nous conduirons ce projet, mais dans le respect de toutes les opinions. Alors cette élection du président ce matin a semé comme un petit trouble dans l'opposition départementale. Exactement, c'est Monique Grabin, la députée socialiste, qui raconte sur Facebook: Philippe Grosvalet élu par 34 voix contre 28, l'UMP pouvait prétendre à 30 voix. Il y a eu 2 votes blancs. Et elle se demande ironiquement si la droite n'est pas unanime. Bruno Retailleau, 2 votes blancs dans une élection aussi symbolique que celle de la présidence du conseil départemental, ça pose question, hein. Oh, vous savez, c'est une péripétie. Je pense qu'en matière de démocratie, ce qui est important, c'est la clarté vis-à-vis des électeurs. Je le regrette, bien sûr, je ne sais pas d'où viennent. Les électeurs, ils ne vont pas comprendre grand-chose, justement, s'il y a déjà exactement. Je trouve que ce qu'on reproche, en tout cas, moi qui rencontre beaucoup de Vendéens, de Français, de Ligériens, ce qu'on nous reproche parfois, c'est ce manque de clarté. Donc, je pense que ces voix qui étaient des abstentions n'ont pas grandi, finalement, la démocratie. Bon, ceci dit, j'observe que en Loire-Atlantique, c'est important, c'est le score de ma famille politique, de la droite et du centre, puisque même si, voilà, on n'a pas emporté la Loire-Atlantique, en nombre de voix, nous étions majoritaires, et s'il n'y avait pas eu le redécoupage, le charcutage de M. Valls, eh bien, la Loire-Atlantique serait tombée dimanche dans l'opposition nationale, voilà. On va sans doute en reparler. Je corrige juste, Philippe Grosvalet a été élu avec 32 voix, il y a eu 2 blancs et 28 voix pour l'opposition. Non, mais c'est juste pour... C'est ce qu'on avait compris. Oui, je me doute, mais pour repréciser pour ceux et celles qui nous regardent. Alors, tout ça dans un contexte où on le sait, de toute façon, la majorité départementale est très serrée, hein, on l'a dit, l'élection s'est jouée à rien. Exactement, la gauche a eu chaud dimanche dernier. Jean-Marc Ayrault réagissait ce soir-là sur Twitter. Heureux que la Loire-Atlantique reste à gauche dans ce contexte de défaite pour la majorité, qui devra en tirer des leçons. Frappe s'amuse de ce miracle en Loire-Atlantique en dessinant François Hollande, visiblement très amoché, qui propose Matignon à Philippe Grosvalet. Quoi de plus naturel, puisque Presse Océan nous parlait ce matin dans ses colonnes d'un président très normal. La gauche a donc eu très chaud et la droite a toutes les raisons d'être amère. Au lendemain de ce second tour, François Pain nous livrait son analyse sur Facebook, tout en remerciant les électeurs qui ont fait confiance à cette liste UMP-UDI. Avec 1245 voix de plus que le PS, dit-il, ils nous ont placés en tête de ce scrutin, ce qui malheureusement n'a pas suffi à nous faire gagner le département. Nous échouons à un canton. Ça revient à ce que vous disiez, Bruno Retailleau. Vous dénoncez... J'approuve ce qu'a indiqué sur Twitter François Pain, bien sûr. Mais il n'est pas trop tard pour mettre en avant, insister comme ça sur le redécoupage, sur lequel vous étiez effectivement opposé il y a longtemps. Voilà, non, mais moi, attendez, revenons quelques temps en arrière. Jamais sous la République, vous m'entendez bien, jamais au cours de notre histoire politique récente,
notamment avec le XXe siècle et le début du XXIe, une élection ne s'était déroulée dans d'aussi mauvaises conditions démocratiques. On a eu un redécoupage qui ferait rosir de honte Charles Pasqua. Oui, qui en son temps, il était allé aussi... Ah oui, mais alors c'est rien à côté. Il pourrait rosir d'envie même. Ensuite, je ne sais pas si c'est d'envie ou de jalousie. Ensuite, on a eu un mode de scrutin unique au monde, majoritaire, binominal, mixte, à 2 tours. Les électeurs ne s'y retrouvaient plus, ils ne savaient plus quelles étaient les communes dans les cantons dans lesquels ils allaient voter. Ensuite, on a, vous vous rendez compte, on a eu un mode de scrutin et surtout des compétences qui n'étaient pas déterminées. Donc il y a eu des candidats qui ont dû faire des projets pour se présenter devant leurs concitoyens, devant les électeurs, sans savoir ce qu'allait faire le département. Si le département conserverait bien la compétence des routes départementales, des transports scolaires, des collèges, des ports. C'est un déni de démocratie. Alors la gauche l'a fait, bon, ça n'a pas fait grande histoire. Vous imaginez un instant si un gouvernement de droite ou du centre fait ça, on aurait tout de suite crié, je veux dire, à une atteinte grave aux principes démocratiques. Ceci dit, ça n'a pas empêché l'union de la droite et du centre de l'emporter largement au niveau national. Je vais vous dire, dans tout ça, il y a une morale qu'on constate, quels que soient les gouvernements d'ailleurs, droite, gauche, c'est que ceux qui tripatouillent sont rarement ceux qui bénéficient du tripatouillage. Voilà, c'est une constante dans l'histoire politique de France. Pour le coup, la gauche l'a emporté. La gauche l'a emporté en Loire-Atlantique, malgré un contexte national très difficile. Vous avez raison. Donc ça veut dire que le département est ancré à gauche. Alors, ça veut dire que, par exemple, moi j'ai observé la stratégie d'ailleurs de la gauche au moment du redécoupage, c'était le cas à La Roche-sur-Yon. La gauche ne doit de conserver un canton sur 2 à La Roche-sur-Yon grâce au redécoupage. La gauche, regardez à Nantes, et on le voit bien dans d'autres métropoles ailleurs aussi en France, il y a eu un soin très particulier dans ce redécoupage. Puis après, c'est vrai que dans les grandes villes, sans doute que la gauche a mieux résisté peut-être que dans d'autres territoires. Voilà. Donc il y a un vrai ancrage à gauche. L'ancrage à gauche, non. Pour la première fois. Tout le monde dit que la gauche est ancrée en Loire-Atlantique. Vous voulez dire en Loire-Atlantique ou vous voulez dire à Nantes? Je pense qu'il faut différencier. Je pense que vous ne pouvez pas porter une généralisation sur l'ensemble des territoires, sur l'ensemble des cantons. C'est faux. On a bien vu avec surprise que des cantons avaient basculé à droite dimanche, y compris d'ailleurs dès le premier tour où certains de nos candidats ont fait d'excellents, scores. Et puis dans d'autres, ils ont fait des scores qu'on regrette. C'est tout. Bon, c'est aussi la démocratie. Voilà, il faut être beau joueur. Il faut reconnaître quand on gagne. Je pense que ça a quand même été une victoire globalement pour votre camp, pour votre famille. Oui, cette voilà, union, voilà. Mais il faut toujours avoir la victoire modeste, je trouve, parce que c'est celle que nous donnent les électeurs. Et ça peut toujours être passager. Donc il faut être très humble en matière de réussite ou même d'insuccès électoraux, parce que ça a vocation parfois à passer vite. Alors un mot de la Vendée, du conseil départemental, puisque vous avez quitté, votre successeur a été élu ce matin. C'est l'un des 2 conseillers de gauche qui en fait écho. Stéphane Ibarra écrit ceci après un suspense insoutenable. Yves Auvinet est élu président de notre nouvelle assemblée départementale par 32 voix sur 34. C'est parti pour 6 ans. Commentaire amusé d'un internaute, le vicomte doit rager de rancœur. Allusion bien sûr à Philippe de Villiers, vous l'avez compris, qui ne vous porte plus dans son cœur, hein, vous le savez aussi. Hein, à l'annonce de votre départ en début d'année, voici ce qu'il écrivait sur Twitter. Vous le savez, il écrivait « C'est bien la peine que la Vendée n'était donc qu'un tremplin, trahir un jour, trahir toujours ». Pourtant, vos fidèles rappellent que sur votre compte de campagne, votre attachement au département, pendant les questions au gouvernement, écrivent-ils, Marie-Lise Lebranchu avoue que les départements ont été sauvés de la disparition à la demande de Gérard Larcher et de vous-même. Vous confirmez, vous êtes les 2 seuls à avoir défendu le département? Je pense que le Sénat... C'est ce qui est marqué sur votre compte de campagne. Hein. Je pense que le Sénat a eu un rôle extrêmement important et le combat s'est déroulé au Sénat. Là aussi, regardez la façon dont la gauche a opéré. En 8 mois, l'an dernier, le gouvernement a changé 4 fois de position, vacances compris. On est parti de Corrèze en disant le département, c'est génial pour les départements ruraux. Manuel Valls, ensuite, a dit il faut surtout casser tout ça en 2020 ou 2021. Ensuite, on nous a inventer 3 sortes de départements pour revenir à l'état initial. Donc tout ça n'est pas sérieux. Le Sénat a été, c'est vrai, puisque nous avons vu notamment les textes de loi sur le territoire, c'est nous qui les voyons en première lecture. Et je peux vous assurer qu'on n'a pas ménagé, vous pouvez d'ailleurs lire les comptes rendus du Sénat, on n'a pas ménagé notre peine, tout simplement parce que, je pense qu'on ne pouvait pas à la fois avoir de grandes régions
et faire disparaître, notamment en milieu rural, des échelons de proximité. Je suis un lecteur de Christophe Guilluy depuis très longtemps, et quand on regarde notamment la montée en puissance du Front National dans les territoires ruraux, dans ces territoires qui se sentent abandonnés, laissés pour compte de la mondialisation, qui ne se sentent pas représentés, je pense que le département peut assurer une solidarité, une cohésion territoriale qu'une grande région, la note n'a pas bougé, mais d'autres ont été élargies. Il y avait un choix de cohérence. On a parlé des départements, on va parler de la région, mais avant cela, on vous présente un peu plus, Bruno Retailleau, Voilà, peut-être. vous avez 54 ans, membre de l'UMP, vous étiez élu au Conseil général de la Vendée depuis 27 ans, vous l'avez présidé 4 ans. Vous êtes sénateur, président du groupe UMP au Sénat et donc candidat déclaré pour prendre la tête de la liste du centre et de la droite aux prochaines élections régionales, candidat déclaré parce qu'un autre candidat aimerait prendre cette tête de liste, c'est Yannick Favennec, député de Mayenne, qui voudrait le prendre au nom de l'UDI. Ça, c'est pas encore fait, ça. Hein, ça se fait quand? Non, je peux vous dire que j'ai des discussions qui sont quasiment hebdomadaires avec Yannick, on se connaît depuis longtemps. Ça se fera donc dans la transparence au mois de mai, au mois de mai, parce qu'il faut laisser le temps au temps, il ne faut pas se précipiter. Mais moi, je travaille d'arrache-pied, parce qu'une des leçons, on sort, vous l'indiquiez il y a quelques instants, des départementales, une des grandes leçons d'ailleurs, pour la gauche et pour la droite, c'est qu'aujourd'hui, avec 3 blocs, le tripartisme on dit, je pense que l'union c'est une nécessité. Moi pour ma part en Vendée, et même d'ailleurs quand je me suis présenté au régional en 98 avec François Fillon, j'ai toujours fait l'union. On a remporté les municipales, c'était une victoire. Les sénatoriales, le Grand Chelem en Vendée, c'était une victoire. Les départementales, là aussi quasiment le Grand Chelem. L'union indispensable, même si les deux formations ne partagent pas toutes les mêmes valeurs. Alors, je pense que si. Je pense que justement, l'union Vous avez les mêmes idées. L'union n'a de sens que si elle est portée par un projet qui est fort. Et pour ce qui concerne le projet départemental ou le projet régional, je pense que ça sera le cas. Je voudrais vous dire autre chose. L'union n'est pas simple. Enfin, elle n'est pas non seulement nécessaire pour la victoire, pour gagner en décembre prochain. Elle est nécessaire. Mais l'union, c'est aussi une condition pour relever les défis. Quand j'observe aujourd'hui la majorité actuelle qui s'est divisée, Notre-Dame-des-Landes, etc., je pense qu'on perd en force quand on perd en unité. Je pense que les défis sont suffisamment difficiles pour qu'il y ait une cohérence, une cohésion, pour ne pas perdre du temps sur des chicayas internes à une majorité. C'est fondamental pour l'action, l'union. L'union pour le centre et la droite est d'autant plus importante qu'on a vu avec les départementales le score important du Front National dans tous les départements de la région des Pays de la Loire, plus de 20% partout. Vous avez raison. Et parfois même, Vendée, parfois plus. Ça veut dire que... dans certains cantons. Pardon. Non, oui, non, mais en résultat, sur l'ensemble dans du certains département, plus de 20%, 22, 23, selon les départements. Et l'ombre de la triangulaire approche et se fait de plus en plus prégnant. D'autant plus... Donc, du coup... Vous avez raison, vous avez parfaitement raison, je vous rejoins. D'autant plus que je pense, moi, que le scrutin départemental, ça n'est pas pour faire peur à quiconque, mais le scrutin départemental désavantage traditionnellement le Front National. Il faut considérer que le Front National a fait de bons scores en France et aussi dans nos départements. Je pense ça secoue, ça bien sûr, ça secoue. Évidemment, ça doit tous nous interroger pour différentes raisons sur lesquelles, si vous voulez, je pourrais revenir. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que les régionales, avec le scrutin proportionnel, c'est en règle générale un scrutin qui va bien au Front National. Il est beaucoup plus à l'aise dans les scrutins avec une proportionnelle, on l'a vu aussi aux européennes. Donc, il ne faut pas négliger en même temps ce contexte-là, et justement, il va falloir se rassembler pour être plus fort. Vous la craignez, la triangulaire ? Non, parce que à l'époque, c'était Jean-Pierre Raffarin en 2004 qui avait modifié le scrutin pour qu'on ne retrouve pas, vous vous souvenez, le drame de 98 avec des exécutifs élus parfois dans la compromission. Mais il y a désormais une prime de 25% à la liste qui est arrivée en tête. Ça donne une prime majoritaire, un peu d'ailleurs comme le scrutin municipal, pour éviter qu'il puisse y avoir des arbitrages sur le 3e tour, c'est-à-dire là où on élit l'exécutif régional. Donc serein. Donc, non, mais oui. Le Front National va rentrer au Conseil régional. Non. Serein. Je vous ai parlé d'humilité. Pensez-vous que le Front National, honnêtement, entre nous... Honnêtement, mathématiquement, écoutez, c'est ce que vous dites. Voilà. Arithmétiquement, c'est ça. sur une proportionnelle, arithmétiquement, l'ensemble des listes représentées, sauf si elles font des tout petits scores, l'ensemble des listes seront représentées et auront des élus régionaux, évidemment. D'ailleurs, moi, j'ai connu
En 98, j'ai connu, en 2004, c'est-à-dire, en 98, j'ai connu des élus régionaux du Front National. Et sur vos ambitions personnelles, s'il vous plaît, on a 8 mois des élections, hein, normalement ce sera en décembre. Qu'est-ce qui vous fait croire à une victoire de la droite et du centre? Quels sont les signes? N'arrête pas de dire que vous vous donnez déjà gagnant. Oui. Mais Christophe Clergeau, voilà, il fait campagne, d'ailleurs, en utilisant les moyens de la région, très bien. Ce que je veux, moi, c'est une attitude, je suis déterminé. Mais il faut toujours avoir la victoire modeste, je l'ai dit. Et je ne cesse de répéter que les élections régionales, ça ne sera pas une promenade de santé. Pour quels sont les signes qui ne trompent pas? Quels sont les signes qui vous encouragent à y croire? Quand on se lance... Vous savez, moi j'étais président du Conseil général de la Vendée. J'aurais pu le redevenir aujourd'hui. Pour moi, c'est un déchirement. Ça faisait 27 ans. Je suis né là où j'habite. Et je suis élu là où j'habite, où je suis né. Donc je suis quelqu'un d'enraciné. Ça compte beaucoup pour moi, même si j'ai travaillé d'ailleurs ici, dans ces locaux, même à Nantes pendant des années. Mais si à je me Sciencescom, suis je précise, arraché... pas à Télé-Nantes. non, Télé-Nantes n'était pas encore créé d'ailleurs. Tout à fait. Mais j'ai toujours encouragé d'ailleurs aussi bien les radios libres que les télévisions. C'est important, les télévisions locales. Et j'encourage bien sûr les spectateurs à regarder. Il nous reste une le minute, petit écran. Simplement pour vous dire que moi je suis déterminé. Et si j'ai abandonné justement la présidence du Conseil général pour me consacrer à la région, c'est d'abord parce que la région doit être une arme anti-crise. Les régions, demain, vont cumuler dans leurs mains tout ce qui est compétences économiques. Elles doivent être au premier rang contre ce cancer qui ronge notre société, qui ronge le tissu social, qui est le chômage. C'est capital. Je veux absolument que la région ne soit plus, comment dirais-je, à la remorque du développement économique, mais qu'elle en soit une sorte de locomotive, c'est important. Je pense en même temps que les régionales, ce sera fondamental pour l'alternance. Je pense que la gauche est en train d'emmener dans le mur notre pays. Et il y a aussi un aspect évidemment politique. Excusez-moi, j'ai été trop long, mais c'est vous qui me posez beaucoup de questions. Mais oui, et encore, on en avait une liste comme ça à vous poser, Monsieur C'est Retailleau. dommage. Donc, Alors, vous allez revenir. Il faudra me réinviter. Eh Alors. bien, de toute façon, on est en pleine campagne, on n'a pas fini de parler de Et dès que cette... vous dévoilerez vos idées, vous viendrez les Voilà. dire ici. On n'a pas fini de relayer cette campagne pour Il y a les pas de élections problème. régionales. Merci C'est beaucoup, avec plaisir. Bruno Retailleau. C'est moi qui vous remercie. Merci, Jean-Michel. Merci.